Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à ce rendez-vous de Public Sénat avec les Échos, avec Radio Classique et avec l'AFP. Et avec nous ce soir, Pierre Moscovici, Lucille Bréau et Stéphanie Lerouge. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Trois grandes questions pour vous au cours de cette émission. Un, déficit n'est-il pas temps de desserrer les taux? On connaît votre réponse évidemment, mais c'est ce que demande une majorité de Français d'après notre sondage exclusif OpinionWay. Deuxième question, quel rôle voulez-vous jouer dans la renaissance de la gauche? Elle arrive un jour, objectif 2019, les européennes. Enfin, troisième question, comment faire plier les géants du net dont les milliards de profits échappent, on le sait, à l'impôt? C'est parti, nous abordons la première question. Première question que vous pose Lucille Bréau. Lucille. Alors Pierre Moscovici, la France est plus que jamais, j'ai envie de le dire, le mauvais élève de l'Europe. On devrait passer sous la barre des 3%, 2,9% de déficit, ça semble quand même atteignable malgré tout. Est-ce qu'il n'est pas un peu temps de desserrer les taux aujourd'hui? C'est la première question. Et une question complémentaire, est-ce que ce n'est qu'une étape, descendre sous cette barre des 3% aujourd'hui? Il me semble qu'en posant la question, vous avez donné la réponse en réalité. Si on est, comme vous dites, je ne vais pas utiliser ce mot-là, le mauvais élève, ce n'est pas le moment de desserrer les taux. Mais je vais essayer de développer pour sortir de la formule. C'est vrai qu'en 2011, il y avait dans l'Union européenne 23 pays dans ce qu'on appelle la procédure de déficit excessif, c'est-à-dire au-dessus de 3%. Nous sommes maintenant début 2018, il y en a deux, l'Espagne et la France. Et nous allons en sortir enfin. Tous les autres en sont sortis. Et la France et l'Espagne, je l'espère, en sortiront au printemps 2018. Vous en êtes certain? Vous êtes optimiste? Pour ce qui concerne l'Espagne, la situation est plus compliquée. Les déficits espagnols en 2018 devraient descendre beaucoup plus que les déficits français, mais je ne sais pas exactement quel est le résultat 2017. Pour ce qui concerne la France, je ne peux pas dire que j'en suis sûr, mais j'ai un espoir très solide. Et une conviction, c'est que la France peut le faire et va le faire, qu'elle devrait être en effet en dessous de 3% en 2017, ça je pense que la consolidation des résultats est bien acquise, et qu'elle devrait aussi être en dessous de 3% en 2018. Mais dans les deux cas, elle devrait être de 7, de 8, nous verrons quels sont les résultats, de 9, proche des 3%, alors que la moyenne des déficits dans la zone euro est à 0,9%, je dis bien 0,9%, et pourrait être un peu inférieure si la croissance continue. Conséquence de cela, bonne nouvelle, la France va sortir de la procédure de déficit excessif. Mais l'effort n'est pas achevé. Il faut poursuivre ce qu'on appelle la réduction des déficits structurels. Il faut rejoindre progressivement le peloton de tête. Il faut continuer à avoir une attitude de modernisation, de réforme de l'État et de la dépense publique. Et pour le dire en français plus compréhensible, il n'y a pas de cagnotte. Et ce serait même une illusion de penser qu'il y a des rentrées fiscales bien supérieures. On parle de 8 milliards d'euros grâce à cette croissance qui est plus forte que prévu. C'est peut-être pas une cagnotte, mais ce sont des plus-values fiscales. En toute hypothèse, l'objectif, il faut bien comprendre une chose, c'est que 3%, les fameux 3%, c'est un débat français, franco-français et seulement français. Que la plupart des pays de l'Union européenne raisonnent maintenant sur les déficits dits structurels, qu'ils ont oublié depuis longtemps ce chiffre, que 3%, ce n'est pas une cible, c'est une limite, et qu'il faut continuer à remplir ces objectifs quand on est en dessous, et continuer à faire des efforts, pas pour le plaisir, mais juste pour faire en sorte qu'on arrive enfin à désendetter l'économie. La dette publique française est très élevée, elle est supérieure à 95%. Ouais. Voilà pourquoi je pense qu'il faut mener une politique qui ne soit pas une politique d'austérité. Je suis radicalement hostile aux politiques d'austérité qui appauvrissent l'État, qui appauvrissent les agents. Il faut mener une politique sérieuse. Une politique sérieuse, c'est une politique qui transforme la dépense publique, qui permet de dégager des priorités pour l'avenir, mais qui en même temps limite la dette. Parce que, vous savez, quand le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement annuel de la dette est élevé, à ce moment-là, c'est autant d'argent qu'on a en moins pour l'éducation, pour la justice, pour l'hôpital. Et mettons-nous aussi en tête qu'il faut toujours penser à demain. Avec les taux qui risquent d'augmenter. Et que nous vivons dans un univers qui est en évolution, et que progressivement,
Je pense en Europe de manière modérée et graduelle, mais les taux d'intérêt vont remonter. Et donc le service de la dette risque de remonter à nouveau. On ne peut pas, on ne doit pas gonfler la dette publique. Il n'y a pas de cagnotte. Quand on est juste en dessous de 3%, il faut continuer les efforts et non pas les relâcher. Et voilà pourquoi il faut mener une politique intelligente, pas austère, mais sérieuse. Vous faites œuvre de pédagogie, mais il y a une personnalité politique en France qui n'est pas convaincue, parmi d'autres, c'est Benoît Hamon. On va écouter ce qu'il nous disait ici même la semaine dernière de cette politique ou contrainte budgétaire. Avec ce genre de scénario ou de politique, on peut mourir guéri. Passionnant de mourir guéri, mais on meurt quand même à la fin. Moi, ce qui est en jeu, c'est veut-on avoir un grand hôpital public ? Veut-on avoir une politique de prise en charge du grand âge à la hauteur de l'idée qu'on se fait de la dignité des femmes et des hommes ? C'est ça qui doit nous conduire, c'est ça qui fait qu'on fait de la politique. On ne fait pas de la politique en se disant, tiens, je vais faire 0% de déficit. Non, mais... Le bug, c'est quoi ? C'est qu'on a le chômage de masse. Le bug, c'est qu'on n'a pas la croissance. Le bug, c'est que l'hôpital public c'est de la dette, parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre budgétaire. Mais vous rentrez dans des débats politiques pas de la même manière que moi. Ce qui me préoccupe, moi, c'est... Non, mais c'est pas de l'économie. Si vous faites de l'économie, vous n'en faites pas de la bonne, puisque à la fin, on ne fait pas de croissance et on a toujours du chômage et des inégalités qui se creusent. Alors, réduire les déficits, dit-il, c'est mourir guéri. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Vous avez l'air accablé. Je suis un peu accablé, à vrai dire. Parce je suis désolé, mais d'abord, il y a une contre-vérité absolue dans ce qu'il dit, mais absolue. C'est que la croissance est là. La croissance est à 2,5% en Europe en 2017, plus élevée que les États-Unis. Elle est à 1,8% en France, elle devrait être à 2% en 2018 et encore à 1,8% en 2020. Mais la vérité, c'est qu'on crée des centaines de milliers d'emplois dans l'Hexagone aujourd'hui, même s'il faut en créer beaucoup pour faire réduire le chômage. La vérité, c'est que le chômage baisse, même s'il ne baisse pas assez, et pour ça, il faut avoir une politique qui soit une politique de flexi-sécurité. Et la vérité, pardonnez-moi, puisqu'il parle de l'hôpital, c'est que plus on est endetté, moins on a d'argent pour l'hôpital. Et donc, en menant la politique de gribouille à la Varoufakis-Hamon, alors là, on est sûr de son coup. À l'arrivée, on ne meurt pas guéri, on meurt malade. Ah c'est-à-dire que la dette explose, on n'a plus d'argent pour faire quoi que ce soit en matière de services publics, et en plus, on est soumis à la loi des marchés. Le plan B à la Varoufakis, je l'ai vu en Grèce, j'ai passé 2 jours en Grèce. En France, on peut vendre son livre, faire des commentaires, faire des listes avec lui. La vérité, c'est que les 6 mois que Varoufakis ont passé au ministère des Finances de la Grèce ont ruiné le pays. Que quand il a été là à promouvoir son plan B, pendant ce temps-là, la croissance a été nulle et qu'à la fin, ils ont fait des dizaines de milliers de chômeurs en plus. En Grèce, on ne lui dit pas merci. Eh bien, en France, je ne souhaite pas qu'on mène cette politique-là. C'est une politique d'irresponsabilité et d'inefficacité. Stéphanie. Vas-y, je t'en prie. Sortir de la procédure de déficit excessif uniquement grâce à la croissance, c'est suffisant, c'est satisfaisant. Emmanuel Macron, là, vous trouvez qu'il en fait assez justement pour que ça perdure? Il va assez loin? Vous lui dites quoi? Fonce, continue, va de l'avant, tu vas dans les bons rails? Quels que soient les ressorts par lesquels on en sort, c'est suffisant. C'est tant mieux. C'est suffisant et c'est tant mieux. Moi, dans ma fonction de commissaire chargé des affaires économiques et financières, je suis responsable de la surveillance budgétaire. Et si la France, 2 années de suite, fait moins de 3%, et si en plus les perspectives, c'est qu'elle continue à faire moins de 3%, elle sortira de la procédure des déficits excessifs. Et ce sera une bonne nouvelle. Mais quand on est sorti de la procédure des déficits excessifs, ça ne s'arrête pas. Il faut continuer à pédaler, il faut réduire les déficits structurels, il faut maîtriser la dépense publique, il faut faire de la dépense publique intelligente. En effet, il faut privilégier l'hôpital au service de la dette. La meilleure façon d'avoir des hôpitaux qui marchent, c'est d'avoir moins de dettes. C'est de faire exactement le contraire que ce que préconise Benoît Hamon, qui effectivement ferait quand même bien de travailler un tout petit peu l'économie, car faire uniquement de la politique, ça mène à une professionnalisation incompétente. Est-ce que la Cour des comptes a raison en jugeant que l'effort du gouvernement est largement insuffisant au niveau des économies? Est-ce que vous partagez cet avis? Ce que Didier Migaud a constaté et dit, j'étais là dans le gouvernement trop laxiste solennel, puisque j'étais moi, présent, je suis membre de la Cour des comptes aussi. Vous partagez cette vision d'un gouvernement trop laxiste? Je ne dirais pas les choses comme ça. Ce que je constate en effet, c'est que le passage sous 3% est dû davantage à la reprise de la croissance qu'à la maîtrise de la dépense publique. Et je souhaiterais qu'on puisse marcher sur les 2 pieds, c'est-à-dire qu'on ait plus de croissance et plus de maîtrise de la dépense publique. La maîtrise de la dépense publique, encore une fois, n'étant pas antagonique des services publics, si ça se traduit par une vraie
transformation de l'État. Vous savez qu'il y a une commission qui a été installée, qui s'appelle l'État 2022, sous la présidence de Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po. Moi, j'attends beaucoup de cette réforme-là. Je pense que le premier budget de Emmanuel Macron et Édouard Philippe était forcément un budget qui était un peu sous pression des événements, mais je souhaite que les suivants marquent clairement un processus de réforme de l'État et de réforme de la dépense publique. Et je pense d'ailleurs que c'est l'intention du gouvernement. Je ne ferai pas à cet égard de mauvais procès d'intention, mais il faut en effet que la France devienne une championne, pas uniquement qu'elle soit là, reprenne sa place dans le peloton. Moi, j'ai une haute idée de ce pays qui est mon pays, et que j'aime. Je souhaite que la France soit un exemple. Et quand on a, comme Emmanuel Macron, une haute ambition pour l'Europe, alors on doit avoir aussi beaucoup d'exemplarité. Stéphanie. La France, j'aime pas tellement Francis Bacon, non pas parce que c'est de l'anglais, mais parce que je pense que la France a toujours été là. La France va mieux, je préfère le dire comme ça, et la France parle plus fort, et c'est très bien. Stéphanie. Oui, pour réduire les déficits, certains de vos camarades socialistes évoquent la possibilité de ne pas faire les cadeaux fiscaux qui ont pu être faits aux plus aisés dans ce pays, notamment la modification qui a été faite sur l'ISF. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que là, il y avait une économie de dépenses à faire pour l'État français? C'était des choix qui étaient possibles. Mais vos sentiments, votre avis? Mon sentiment, mon avis, je ne suis pas, pour le coup, dans la politique au jour le jour en France. Ah bah là, c'est des mesures fortes quand même. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». On va en parler, Et dans ce livre, je dis de manière assez claire que l'ISF, à mon sens, était un des rares impôts anti-rente, et que si on veut supprimer la rente, ce n'était pas forcément la priorité des priorités, mais ce n'est qu'une opinion personnelle. D'accord, mais votre opinion, c'est de dire aussi que Macron, c'est le président des riches? Ce n'est pas une formule que j'utiliserais. Je pense que le présenter comme un plutocrate n'est pas exact. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'intention d'émanciper, mais je ne crois pas non plus forcément à la théorie de la cordée, parce que quand j'observe empiriquement les choses, je pense que les premiers de cordée n'ont pas une générosité spontanée avec ceux qui sont au bout de la dite cordée. C'est ce que vous écrivez effectivement, Absolument. notamment dans votre livre sur... Mais je reste un homme de gauche, je suis un homme de gauche, et je suis né comme ça, je mourrai comme ça. Simplement, par rapport à ce que disent les socialistes, il y a quand même un petit problème, c'est que ça a été voté. Et donc maintenant, il faut que les budgets prochains soient des budgets qui mettent l'accent, encore une fois, sur la dépense publique. Vous attendez beaucoup de la réforme de l'État qui a été annoncée. Vous êtes pour les départs volontaires, les plans de départ volontaires de fonctionnaires, pour la fin éventuellement du statut des fonctionnaires. On ne va pas rentrer forcément dans le détail, mais vous acceptez toute la réforme telle qu'elle a été présentée. Je ne vais encore une fois pas entrer dans ce détail-là. Si j'étais un parlementaire... Globalement, je ne suis pas du tout dans cette logique. Moi, je suis commissaire européen et je pense que c'est à l'Union européenne de fixer une communauté d'objectifs. Mais le choix des moyens appartient souverainement aux États membres. Et celui-ci appartient aux Français. Je vous avais annoncé notre sondage OpinionWay. Souhaitez-vous que le gouvernement poursuive sa politique de réduction des déficits? Eh bien, c'est un oui à 44%. Mène une politique de relance, quitte à abandonner l'objectif de réduction des déficits. Ben, cela est majoritaire à 53%. Vous n'êtes pas surpris, vous vous dites qu'il va falloir encore faire de la pédagogie. Il faut faire beaucoup de pédagogie. Au-delà de Benoît Hamon. Ce qu'il faut, je ne suis pas sûr d'arriver à le convaincre, mais ce qu'il faut surtout arriver à faire comprendre, c'est que l'excès de déficit n'est pas un atout. Je vais vous citer 2 pays dans l'Union européenne. Il y en a un qui a des déficits élevés, avec un taux de chômage qui a été de 20%, qui est encore proche de 15%. Un autre qui a un excédent budgétaire et qui est au-delà du plein emploi. Il y en a un qui s'appelle l'Espagne, il y en a un autre qui s'appelle l'Allemagne. Ouais. Lequel? Est-ce que c'est le pays qui a fait beaucoup de déficits, qui est en plein emploi et en excédent? Non. Et je ne dis pas que nous devons faire l'Allemagne, je ne dis pas que nous devons être sur ce modèle, mais je dis que la politique d'argent facile, la politique de déficit excessif, c'est une politique qui appauvrit l'État et qui en réalité se retourne contre l'emploi. Et ça, il faudrait l'expliquer. J'aimerais l'entendre plus souvent. En tout cas, moi, je le dis. Vous le dites, voilà. Alors, une dernière question avant de... Et je pense que réduire les déficits à 3%, en dessous de 3%, c'est une politique de gauche. Parce que combien, vous dites combien il faut réduire à combien il faut respecter les règles. Autres, hein, il faut respecter les règles. Mais bien en dessous de 3. Oui, progressivement. Bien en dessous. Progressivement en dessous de 3%, avec un rythme qui soit un rythme soutenu. Mais en dessous de 1. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je pense que combattre la dette est l'ennemi
de la gauche. Quand on s'endette, on s'appauvrit. Quand on s'appauvrit, on ne peut pas développer les services publics. Quand on réduit la dette, on retrouve de la souveraineté. On retrouve des moyens pour les services publics. C'est ça qui va permettre de développer les services publics. Pierre Moscovici, sur Laurent Wauquiez, désormais c'est le patron de la droite. Est-ce que la politique qu'il défend, est-ce que sa manière de considérer l'avenir également en Europe dans la perspective qui s'ouvre, on comprend quand même un peu plus de protectionnisme. Est-ce que comment vous la jugez? Comment vous le jugez? Il parle beaucoup des attentes sociales des Français. Moi, vous les savez. Je n'aime cette politique ni sur le fond ni dans la forme, mais je vais me retenir de jugement de valeur excessif. Je vais me contenter d'un sujet, qui est l'Europe. Et je trouve qu'il est en train de faire prendre à la droite française un virage euro-réticent, euro-sceptique, euro-négatif, qui est extrêmement mauvais pour le pays. Je pense que cette politique-là est une politique qui déclasserait la France et qui amoindrirait l'Europe. Et que dans la situation où nous sommes dans le monde, nous avons besoin d'une Europe plus forte et plus intégrée, pas du moins d'Europe ou du protectionnisme, du souverainisme rampant de M. Wauquiez. M. Wauquiez fait fausse route. Et là, on voit bien quand même qu'il y a une ligne de fracture à droite et que des hommes qui ont toute leur vie et des femmes souhaitaient davantage d'Europe ne peuvent pas continuer à vivre dans un parti qui, désormais, n'a plus l'Europe au cœur. Quand je pense à Alain Juppé, quand je pense à Jean-Pierre Raffarin, quand je pense à Valérie Pécresse, à d'autres, à l'évidence, cette vision rabougrie, rikiki, souverainiste, négative, est une vision qu'ils ne peuvent pas partager. Donc il y a de facto une sorte de scission, en tout cas intellectuelle, chez les Républicains, qui est déjà faite. Et c'est la responsabilité de leur nouveau président qui a choisi cette stratégie tout à fait à dessein, parce qu'on voit bien ce qu'il faut faire. C'est garder une base sociologique et ramener à lui les électeurs du Front National. Ce sera une impasse à la fin. Deuxième partie de l'épreuve de vérité, tout de suite avec Stéphanie Le Rouge, qui va vous poser la question vous concernant, vous et votre avenir, votre futur politique. Stéphanie. Oui, donc seconde question qu'on souhaitait vous poser, c'est celui du rôle que vous souhaitez jouer dans la renaissance de la gauche, et particulièrement du PS. Est-ce que vous avez des ambitions, notamment par rapport aux élections européennes de 2019 ? J'ai une très grande ambition, et je peux l'annoncer ici. C'est de réussir ce que je fais comme commissaire européen. C'est de faire en sorte que la Grèce, qui a failli sortir de la zone euro, y reste et sorte de son programme à l'été. J'ai une très grande ambition, c'est de faire en sorte que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, on parlera tout à l'heure des GAFA, progresse encore. Et j'ai une très grande ambition. Pour la gauche ? C'est de continuer à faire des politiques économiques qui soient sérieuses, mais qui ne soient pas austères. De faire en sorte que cette politique soutienne la croissance en Europe. Et ça, ce sont 3 objectifs que je poursuivrai jusqu'au bout de mon mandat de commissaire européen. Quelle est votre ambition pour la gauche ? Vous êtes candidat à quelque chose ? Je suis candidat à ça. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Je pense, si vous voulez, et j'ai une petite expérience de la politique, que quand on est dans un travail qui est très important, qui est important pour les gens, au fond, et qu'on commence déjà à penser à ce qu'on fait après, ils attendent des réalisations concrètes. Et donc, des gens. je ne suis pas au moment de penser à l'avenir. Je ne suis pas dans la préparation de candidature. J'entendais des commentaires là-dessus. Non, je suis aujourd'hui, à ce stade, je ne présente pas de candidature politique. Mais ce qui est exact, c'est que je suis toujours un homme de gauche. C'est que je veux réfléchir à l'avenir de l'Europe et de la gauche, que je veux le faire avec mes amis européens. Tenez, j'aime autant parler, j'avoue, de l'avenir de la gauche, comme je l'ai fait à Athènes avec Alexis Tsipras ou à Lisbonne avec Antonio Costa, que d'en parler, tiens, je ne sais pas, avec Luc Carvounas ou avec Stéphane Le Foll. Je pense qu'il faut aussi être capable d'élever ça et que c'est mon rôle à moi. Faure, vous parlez plus facilement, hein. Vous ne l'avez pas cité. C'est parce que c'est de lui dont vous êtes le plus proche. Mais je ne suis pas un acteur de ce congrès du Parti Socialiste. J'en ai fait tant. Et aujourd'hui, je suis avant tout un commissaire européen et un homme de gauche. Mais c'est pas un peu du mépris, là, votre façon de parler des candidats à la tête du PS? Mais pas du tout. Ils ne sont pas au niveau, c'est ce que vous nous dites. Mais c'est pas du tout ce que je vous dis. C'est ce qu'on comprend. Je vous dis que si dans mon travail quotidien, qui est d'œuvrer pour le bien des Européens et des Français, et de faire en sorte que la France, l'Europe et la gauche se trouvent rapprochées, je m'investissais dans un congrès du PS, alors, d'une certaine façon, je discréditerais ce que je fais. Je veux rester parfaitement crédible et parfaitement libre, et en même temps, comme dirait l'autre, je suis un homme de gauche, je reste un homme de gauche, j'entends participer au débat d'idées, j'écris, je m'exprime, et je le fais avec, au fond, ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire un homme qui se situe au carrefour de l'engagement pour la France, de la conviction européenne et de la passion de la gauche et de la justice. Vous êtes macroniste, si on vous écoute, vous êtes très proche de ce que veut incarner Emmanuel Macron. Vous croyez qu'il dirait tout ça ?
Je pense Je croyais qu'il je croyais qu'il disait qu'il était ni de droite ni de gauche, ou ni de droite ni de gauche. Moi, je ne suis pas ni de droite ni de gauche, ni de droite ni de gauche. Je suis très clairement de gauche. Et je vous dis, Sur l'Europe, vous êtes... mais ce sont des valeurs que mes parents m'ont léguées, avec lesquelles j'ai toujours vécu et sur lesquelles je resterai, parce que je m'y sens bien. C'est-à-dire que moi, je pense que la lutte contre les inégalités, la révolte contre l'injustice, c'est un moteur. Pour moi, c'est un moteur intime, et ça le reste toujours. J'ai fait beaucoup de choses qui paraissent plus sérieuses, mais j'ai gardé peut-être en moi, c'est pas cette âme d'enfant, mais cette passion de l'égalité. Dans votre livre, vous soulignez néanmoins la très grande proximité de vos idées, enfin des idées des sociodémocrates avec celles d'Emmanuel Macron, notamment sur l'Europe. Du coup, on se demande forcément quel pourrait être le programme, l'espace politique d'une liste socialiste que vous pourriez conduire. Je vais dire deux choses là-dessus. La première, c'est que je me réjouis que la France ait un président pro-européen. On attendait un président pro-européen qui s'exprime avec force sur l'Europe, et je me sens, oui, très proche d'Emmanuel Macron sur ce terrain-là. C'est le président de la République française, je veux l'aider à relancer l'Europe, et je dis à mes amis sociodémocrates que plutôt que de chercher une différenciation là-dessus, il ferait mieux de s'approprier ce discours-là, parce qu'au fond, c'est le discours qu'ils auraient pu tenir et qu'ils devraient tenir depuis longtemps. C'est celui que je tiens depuis longtemps. Proposer un budget de la zone euro ou un parlement de la zone euro ou un ministre des Finances de la zone euro, je l'avais fait dès 2013. Vous comprendrez que je ne vais pas me distinguer de ce que je pense depuis toujours pour le plaisir de m'opposer. Mais que peut faire la gauche social-démocrate ? La gauche social-démocrate, je pense qu'il faut qu'elle ait une conviction européenne ancrée, qu'elle soit ultra-européenne, et donc qu'elle ne laisse pas l'Europe comme la propriété de la droite et du centre. Et il faut qu'elle soit aussi vraiment de gauche, et qu'elle ne laisse pas la gauche aux nationalistes. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est un homme de gauche nationaliste. Benoît Hamon, son programme est un programme d'illusion pro-européenne et de réalité de déclin. Et donc, il faut que les sociodémocrates se positionnent là, c'est-à-dire à la fois comme des Européens, des réformistes, une force de gouvernement et une force de gauche, et vraiment de gauche. C'est leur espace, c'est leur créneau. Et s'ils font autrement, alors ces élections seront une bérésina. On ne peut pas, dans une élection européenne, quand on est social-démocrate... Sans vous. On ne peut pas... Ça serait une bérésina si vous n'y allez pas. Mais non, c'est pas un problème. Jean-Pierre Raffarin à la Juppé tout à l'heure. S'il y avait... Ce que je veux dire, c'est qu'une force social-démocrate qui irait à un combat de cette nature-là en disant « ne soyons ni pro ni anti-européens », elle serait inaudible. Il faut y aller en étant avec la bannière européenne et la bannière de gauche. Et les deux ensemble. Et là, je pense qu'en effet, il y a une place pour la gauche social-démocrate. Donc il faut y aller avec ces arguments-là. Peut-être que vous nous dites d'une manière subliminale, c'est avec moi qu'il faut y aller, je défendrai ces idées. En tout cas, je vais vous dire une chose de manière pas du tout subliminale. C'est que aujourd'hui, je ne suis candidat à rien, que le temps des candidatures n'est pas venu, que ce que je veux faire, c'est travailler au bien de l'Europe et au bien de la gauche dans mes fonctions, que pour le reste, je n'exclus rien et je ne prépare rien. On en reparlera le moment venu. Et le moment est loin d'être venu. Partir, honnêtement, dans une campagne de cette nature, 1 an et demi, alors qu'on a des tâches importantes à faire, ce serait pas à la hauteur. En tous les cas, Stéphane Le Foll. Et pas à la hauteur. Stéphane Le Foll vous a vu déjà sur la ligne de départ, et voilà ce qu'il dit en évoquant ce matin les candidatures aux élections européennes. Il faut que ça soit là aussi des choix qui permettent d'incarner quelque chose de nouveau. Pierre Moscovici, c'est un... Mais j'ai vu qu'il était candidat et qu'il avait apporté d'ailleurs son soutien à Olivier Faure. Et donc, moi, il n'y aura pas de distribution de postes avant le Congrès. Moi, ceux que je vais aller, ma légitimité, j'irai la chercher chez les militants. Je vais vous faire une confidence. J'aime beaucoup Stéphane Le Foll. Je le connais depuis très longtemps. Vous n'avez pas des mots sympas pour lui, pourtant. Il n'a pas compris que vous n'étiez pas candidat. Il se trouve que je ne lui ai pas parlé depuis 3 ans et demi. Donc il agit un peu comme un ventriloque, c'est-à-dire il me prête une candidature dont je viens vous expliquer pourquoi, à ce stade, elle n'existait pas, nous verrons plus tard. Elle me prête aussi un accord d'appareil avec Olivier Faure qui n'existe pas davantage. Et peut-être, au fond, est-ce une sorte de déformation professionnelle de sa part. Il a tellement fait ça, fabriquer des accords d'appareil, qu'il est incapable de penser que quelqu'un, comme moi, n'y pense même pas, n'est pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Et si un jour je dois être candidat aux européennes, je le serai parce que ça peut être utile à mon pays et aux forces social-démocrates. Je ne le ferai pas dans un accord d'appareil. Donc il faut arrêter de faire de la politique comme ça. Je pense que ça, c'est vraiment de la vieille politique. Non,
je ne suis pas en train de préparer non, je ne sais quel coup. Il prône le renouveau. Est-ce que vous estimez qu'il a plus de crédit que vous en la matière? On l'a entendu, il parle du renouveau. Il veut l'incarner. On peut tous se renouveler. Et encore faut-il le vouloir et le pouvoir. Quel regard vous portez sur ce congrès qui se prépare dans votre famille politique, à gauche? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les personnes qui ont candidaté parlent suffisamment aux Français, aux gens? C'est un congrès difficile parce qu'il survient après une défaite historique. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, comment elle s'est passée au fond. Et il faut faire cet inventaire. Parce que quand on passe de 30% à 6% en 5 ans, c'est un cataclysme politique qui s'est abattu sur les socialistes. Et donc le congrès est très compliqué parce que le regard des Français est un regard qui est un regard sans indulgence, voire parfois de commisération. Mais c'est un congrès important. Il est important pour le PS lui-même, c'est stop ou encore, c'est on rebondit et on survit ou c'est le déclin définitif. Et il est important aussi pour les Français. Peut-être on n'en est pas conscient, mais il est important pour la France et pour son équilibre politique et démocratique qui existe dans ce pays, une force social-démocrate conséquente, responsable, pro-européenne. Et donc leur devoir collectif, à tous les quatre, et aux militants et aux autres, c'est de faire un congrès digne, c'est de faire un congrès d'idées. Ensuite, il y en aura un qui gagnera. Après, des combats politiques, c'est normal. Mais il faut vraiment veiller à ce que la tenue du débat soit bonne, à ce qu'on ne, justement, ne nourrisse pas des rumeurs ou des intentions. C'est pas à la hauteur. À ce qu'on ait un débat d'idées et ensuite que tout le monde se rassemble avec une ligne politique qui est claire. Et cette ligne politique, je le répète, elle doit être vraiment social-démocrate au sens du réformiste et européen. On a compris, vous n'êtes candidat à rien aujourd'hui, mais on vous sent quand même à la disposition de votre parti. À la disposition. Dans mon livre, j'évoque une phrase de Talleyrand qui disait « Je suis à la disposition des événements Je ne suis pas à la disposition d'un parti, je suis à la disposition d'événements. » Quand j'aurai fini ce mandat, j'aurai pas encore forcément l'âge de rentrer chez moi, mettre mon survêtement. Mais vous pourriez avoir d'autres ambitions, on en parlait tout à l'heure. Je peux faire des tas de choses. Mais par exemple, président de la Commission européenne. Le président de la Commission européenne passe, à mon avis, dans la configuration qui est la nôtre, par une candidature aux élections européennes. Pourquoi? Parce que je crois beaucoup, moi, au principe de ce qu'on appelle les Spitzenkandidaten, c'est-à-dire des têtes de liste des grands partis politiques européens. Je pense que le débat doit avoir lieu en Europe, devant les Européens. Quand je vous disais que j'en parlais avec Alexis Tsipras ou avec Antonio Costa, ce n'était pas une formule. Il faut bien que la famille social-démocrate ait un candidat qui se présente devant les Européens, qui le dispute aux autres. Et j'ajoute une deuxième chose, parce que je ne vois pas de contradiction. Je suis aussi pour des listes transnationales. D'accord, je vais vous poser la question, mais sur vos ambitions, sur votre ambition, j'ai envie de dire, c'est comme un train peut en cacher un autre. Là, une ambition peut en cacher une autre, alors, Pierre Moscovici. La présidence de la Commission. Mais vous savez ce que c'est. J'ai malheureusement maintenant un peu l'expérience à un certain âge. Ça donne une forme de philosophie. Ce que je veux faire du temps qui me reste, c'est être utile. Et je veux que ce temps soit le plus utile possible. S'il est utile dans la politique, ce sera la politique. S'il est utile dans autre chose, ce sera autre chose. Et si je fais de la politique, je le referai à fond et avec passion. Si je fais autre chose que de la politique, je tournerai la page complètement. Et je vous assure qu'il y a là de la sincérité. Je ne suis pas dans je ne sais quelle arrière-pensée, je suis dans la liberté et dans la cohérence avec ce que j'aime. Et ce que j'aime, encore une fois, c'est l'Europe. C'est le bien des Français et mes convictions sont des convictions de gauche. Je reste pas là-dessus. C'est trop tard pour changer. On a évoqué les listes transnationales. Voilà, les listes transnationales, vous êtes favorable. Le Parlement européen, malheureusement, n'est pas d'accord avec vous. Est-ce que ça veut dire que c'est la mort de cette idée? Quels sont les recours qui restent? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut bien voir ce qu'est le Parlement européen. C'est un Parlement qui a une majorité. Le vote a été relativement serré. Et les conservateurs et les nationalistes, qui sont plutôt la majorité, ont écarté cette perspective. Ils l'ont fait pour de mauvaises raisons, mais il y a des vraies questions. Les vraies questions, c'est comment est-ce qu'on rapproche le citoyen de l'élection elle-même et comment on représente les petits pays. Mais il ne faut pas abandonner l'idée. Là, je pense qu'il faut continuer à en débattre, parce que ce vote était consultatif au niveau du Conseil européen. Si j'étais Emmanuel Macron ou si j'avais à le conseiller, je lui dirais continuez, Monsieur le Président, à défendre cette idée parce qu'elle le mérite, mais elle n'est pas contradictoire de l'autre idée des Spitzenkandidaten. Je dirais même elles vont ensemble. C'est-à-dire que la logique voudrait que le candidat tête de liste européen soit aussi à la tête d'une liste transnationale. Sinon, il se présentera dans un pays. Mais il ne faut pas opposer les deux. Il faut les deux à la fois. C'est ce qui permettra de donner à ces élections une visibilité, une incarnation,
une image, un enjeu. Et de cela surgira en effet le président de la Commission européenne, qui sera à la tête de la coalition, parce qu'il n'y aura pas de majorité, qui sortira de tout cela. Alors, dans ce clair-obscur surgissent les monstres, c'est le titre, c'est une formule de Gramsci. Absolument. Qui sont les monstres aujourd'hui dans la politique française? La formule de Gramsci, il faut la citer en entier. C'est le vieux monde est mort, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. C'est pas, les monstres, pour moi, c'est pas des personnes. Les monstres, ce sont les démons de l'époque. Le populisme. C'est le populisme, c'est l'antisémitisme, c'est le racisme, c'est le terrorisme, c'est le fanatisme, c'est l'intolérance. Parce que, et quand même, en France, nous avons de la chance. C'est-à-dire que le dégagisme a pris une forme qui est celle d'un jeune président pro-européen, moderne. Mais dans d'autres pays, il a pris d'autres formes. Ici, c'est Donald Trump. Là, c'est le Brexit. Dans un troisième pays, ce sont les frères Kaczynski. Dans un quatrième, c'est M. Orban. Et l'évolution, au total, quand on regarde le monde, elle est plutôt préoccupante. Et ce que je dis, c'est que dans le clair-obscur où nous sommes, c'est-à-dire dans cet entre-deux, il faut arriver à redonner du sens à la politique et à un bon gouvernement. Et un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui rassemble. Et de ce point de vue-là, moi, je suis très favorable au gouvernement de coalition. Parce que on va parler du gouvernement allemand dans un instant. Une petite question dernière, avant de passer à la troisième partie. Sans transition évidemment avec les monstres, mais Jérôme Cahuzac, il était en appel aujourd'hui, son procès en appel. Il a été condamné en première instance à 3 ans de prison ferme. Comment on le qualifie, Jérôme Cahuzac? C'est un monstre? Vous pensez qu'il doit aller en prison? Il a fait appel parce qu'il avait peur de la prison, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. J'ai été son ministre. Bien sûr. Il était mon ministre délégué. Et j'ai beaucoup souffert de cette affaire, y compris personnellement, parce que j'ai été traité injustement de complice ou suspecté d'indulgence à son endroit, parce que comme tous les Français, au fond, j'ai cru ces mensonges les yeux dans les yeux. Et depuis, je m'emploie, mais tous les jours, à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et à faire l'inverse de ce qu'il a fait, c'est-à-dire la transparence. Par exemple, sur les comptes en Suisse. C'est ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. Mais je n'ai aucun acharnement contre l'homme. D'accord. Et on ne me fera rien dire de cette nature. Je pense que cet homme a été aussi double, qu'il a été brisé, et maintenant il est devant ses juges. Et moi, je ne suis pas un juge, et je suis un être humain, et il est un être humain aussi. Troisième partie de l'épreuve de vérité avec Stéphanie, qui va vous poser la troisième question de cette émission. Je crois que c'était Lucie. C'est à vous, Stéphanie, de poser cette troisième question. Donc la question, c'est comment faire plier les géants du net. On sait que vous avez un projet de fiscalisation des géants du net. Est-ce que vous pouvez en parler? D'abord, pourquoi faut-il le faire? Je pense qu'il faut peut-être s'y arrêter un instant. Parce qu'ils échappent à l'impôt. Aujourd'hui, quand vous prenez les entreprises du net, les grosses entreprises du net, en Europe, elles payent en moyenne 9% d'impôts sur les sociétés, là où les autres entreprises payent 23%. C'est pas une aberration. Et donc, de fait. c'est un problème de règle équitable du marché, c'est un problème de distorsion de concurrence, c'est aussi un problème d'inéquité, et tout ça conduit aussi à ce que nos trésors publics perdent beaucoup d'argent, et je conçois que nos concitoyens qui, eux, payent leurs impôts comme de nets contribuables et qui ont beaucoup donné pendant la crise pour réduire les déficits, se disent « Pourquoi est-ce que moi je paye mes impôts comme un crétin pendant que ces multinationales, parce qu'elles ont des armées de conseillers fiscaux, d'avocats, etc. » Non, mais parce qu'elles ont surtout des États à leur disposition qui leur ouvrent les portes. Et parce que les législations sont exagérément favorables ici ou là, ne payent pas d'impôts. Donc voilà pourquoi il faut le faire. C'est vital, c'est indispensable. C'est une question d'efficacité, c'est une question de revenu fiscal et c'est une question d'éthique fondamentale. Nous allons nous attaquer à ça. Et je peux déjà vous donner rendez-vous fin mars, où je présenterai, que je suis commissaire à la fiscalité, au nom de la Commission européenne, un projet de taxation, pas seulement des GAFA. Les GAFA, c'est 4 compagnies, mais de toutes les grandes compagnies du net, celles qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires. Et il y a 3 dimensions dans cette taxation. Il y a une dimension mondiale, parce que ce n'est pas un problème qu'on rencontre seulement en Europe. Il faut arriver à identifier ce qu'est la présence digitale. Parce que, au fond, s'ils échappent à l'impôt, c'est parce qu'on ne sait plus trop ce qu'ils sont. Notre impôt sur les sociétés, à l'intérieur des États. Notre impôt sur les sociétés, il a été conçu il y a un siècle pour des entreprises qui étaient physiques, qui étaient localisées quelque part, qui en général étaient nationales, alors qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises multinationales, on n'arrive pas à identifier bien les flux de données, on ne sait pas forcément où est-ce qu'on appelle l'établissement permanent, donc il faut reconstituer à partir du nombre de clics, à partir des données IP, à partir des recettes publicitaires, ce qu'est la présence digitale. Il y a une institution qui s'appelle l'OCDE, on travaille là-dessus, c'est une institution mondiale, elle va remettre un rapport en avril, elle va déjà le présenter en mars, il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Et l'Union européenne joue le jeu mondial.
Après, il y a une deuxième dimension, qui est la dimension européenne. J'ai proposé déjà une grande réforme de l'impôt sur les sociétés qu'on appelle l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, qui consiste simplement à avoir la même base taxable partout, consolidée au niveau européen, ce qui permet d'éviter les transferts de profits. C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise multinationale, on va vous taxer au centre. Et je pense que c'est avec cet outil-là, en y intégrant la présence digitale, qu'on peut taxer les géants du net. Enfin, il y a une troisième dimension de plus court terme, qui permet de générer des revenus pour les trésors publics, qui consiste à taxer d'une façon ou d'une autre l'activité ou le chiffre d'affaires ou une partie du chiffre d'affaires. Et je ferai aussi une proposition. Donc, la proposition que fera la Commission sera à 3 niveaux: mondiale, européenne structurelle et de court terme pour générer des revenus. Et je compte vraiment beaucoup sur les États membres, parce que c'est eux qui décident, et les pour avoir une Européens attitude responsable. Compte sur les États membres, donc également sur vous-même. C'était l'objet de la deuxième question de notre sondage Opinionway. Est-ce que l'Europe parviendra à empêcher l'optimisation fiscale des géants du net? Il y a un non vraiment majoritaire à 75%, non à 75%, comme si l'Europe était un peu plombée, je ne sais pas, par son incapacité et son impossibilité d'obtenir, Pierre Moscovici, des résultats concrets. C'est à la fois injuste et compréhensible, parce que nos concitoyens savent que c'est extrêmement compliqué et ils voient que ça va très lentement. Et ça va très lentement pour une raison simple, qui est que pour faire aboutir un projet en matière fiscale à l'échelle européenne, il faut qu'il y ait l'unanimité des 28 États membres. Il suffit qu'un seul s'oppose à la volonté de tous pour qu'il y ait un veto et que ça bloque. Ça peut changer, ça, à l'avenir. Ça peut changer, mais il faut que les États membres y consentent eux-mêmes. Et moi, je crois beaucoup à la pression populaire et politique. Je crois énormément que les scandales nous aident puissamment. Un scandale, c'est toujours terrible, un scandale fiscal, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers. L'attaque au tribunal aujourd'hui, par exemple, ça aide. Ça nous aide. Ça nous aide parce que ça maintient la pression. Et ce que font les médias, ce que fait le consortium international des journalistes, ce que font les ONG, ça nous aide aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, les États membres sont sous pression. C'est-à-dire les usual suspects, les pays qui ont des traditions fortes d'encourager l'optimisation fiscale, ne peuvent plus opposer aussi benoîtement leur veto à des mesures fiscales. Ils sont obligés d'entrer dans des compromis. Et donc, pour aller à l'encontre de ce sondage, je dirais que je suis raisonnablement optimiste. Je mesure les obstacles, je mesure la difficulté. Il va falloir que la proposition de la Commission soit extrêmement bien visée, parce que si on fait une proposition magnifique mais totalement irréaliste, on sait qu'elle est déjà plantée au début. Je vais essayer de faire une proposition qui soit à la fois ambitieuse et capable de faire un consensus. Alors, et puis ensuite, je mettrai la pression. Lucille évoquait le procès là aujourd'hui à Paris, Apple qui riposte en demandant l'interdiction aux ONG donc, de s'introduire dans ces magasins français. Et c'est notamment le Attac qui est visé. On écoute les députés Yannick Jadot et Éric Coquerel qui étaient présents tout à l'heure à la mi-journée devant le tribunal. Certaines multinationales, dans plein de domaines, essayent de contrecarrer cette mise en transparence, cette mise en accusation publique par des jugements qui sont scandaleux parce qu'effectivement, plutôt que de payer ses impôts, Apple préfère utiliser les tribunaux pour empêcher les citoyens de les dénoncer. À chaque fois que l'Union européenne a avancé, c'est parce qu'il y a eu des lanceurs d'alerte. Nous, au Parlement européen, on a réussi à avoir une commission d'enquête permanente pour faire toute la lumière sur ces pratiques. Et à chaque fois, le message est le même. Les multinationales doivent payer l'impôt dans le pays où elles ont une activité. Voilà, Yannick Jadot pour les écologistes. Il y avait donc aussi c'est aussi mon slogan. C'est tout ce que j'essaie de faire. Et on a obtenu, contrairement à ce que les Français croient, beaucoup de résultats déjà depuis 3 ans. On a progressé. Tenez, on parlait de l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac, à l'époque, il était impossible de savoir si quelqu'un avait un compte en Suisse. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. On le sait instantanément. Et ça, c'est un accord que j'ai passé avec la Suisse au nom de la Commission européenne, mais aussi avec Monaco, avec le Liechtenstein, avec Andorre et San Marino. Il n'y a plus de secret bancaire en Europe. Donc on fait de gros progrès. Et le mot d'ordre doit bien être celui-là. Il faut que les entreprises multinationales payent leurs impôts là où elles créent de la valeur et des profits. Et je crois beaucoup, en effet, au rôle des lanceurs d'alerte. Je pense qu'il faut les protéger. Je crois énormément dans les vertus de la transparence. Alors après, est-ce que la transparence doit prendre des formes agressives? C'est un autre sujet. Je crois beaucoup au rôle des ONG. Mais pour aller plus loin que Yannick Jadot, et peut-être que l'autre député que je n'ai pas entendu, Éric Coquerel, je crois là à côté beaucoup, derrière lui, énormément, fondamentalement, au rôle de la loi.
et je crois à la législation européenne. Je sais qu'on ne fera rien de décisif si on n'est pas capable, malgré la l'unanimité, de légiférer. Stéphanie. L'Union européenne s'est dotée d'une liste noire des paradis fiscaux. Les ONG dont on parlait tout à l'heure critiquent le fait que certains pays européens ne font pas partie de cette liste noire alors qu'ils ne remplissent pas les critères qui leur permettent d'en être exemptés. Donc ici, notamment Malte, l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg. Pourquoi ne pas mettre ces pays dans la liste noire des paradis fiscaux, ce qui permettrait peut-être de faire avancer les choses? Et parce que la liste noire des ONG est une liste noire, si j'allais dire, qualitative. Ils portent des jugements, qui sont des jugements de valeur à partir d'un faisceau de critères, alors que ce qu'ont fait les ministres des Finances, ce n'est pas la Commission européenne, c'est de partir de critères objectifs, qui sont ceux de la communauté internationale, c'est ce qu'on appelle la procédure BEPS. Et du point de vue des règles internationales, il n'y a pas de paradis fiscal en Europe. Vous avez parlé de trous noirs fiscaux. Attendez, et donc je vais y venir. Il n'y a pas de paradis fiscal au sens où tous les pays observent ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. Maintenant, l'Irlande, le Luxembourg le font aussi. Tous les pays respectent l'ensemble des standards internationaux et tous ont des taux d'imposition qui ne sont pas des taux zéro. Et donc, on ne peut pas les qualifier de paradis fiscaux au sens de l'OCDE ou au sens du G20. Mais je pense que là où les ONG ont raison, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les trous noirs fiscaux. Le trou noir fiscal, c'est un pays, vous en avez nommé quelques-uns, où la législation est exagérément favorable à ce qu'on appelle l'optimisation fiscale ou la planification fiscale agressive. Et donc il faut mener un raisonnement différent, qui soit un raisonnement citoyen ou économique, c'est-à-dire aller rechercher où sont les flux. C'est-à-dire que quand vous voyez en effet qu'il y a un maximum d'opérations d'entreprises multinationales, prenez le cas d'Apple. Je ne vais pas parler des magasins. Je vais parler de ce qu'a fait ma collègue Margaret Vestager quand elle a dit qu'il fallait qu'Apple rembourse 13 milliards d'euros à l'Irlande. Pourquoi? Parce que le taux d'imposition effectif, je ne parle pas du taux d'imposition nominal, théoriquement en Irlande c'est 12,5%. C'est déjà pas beaucoup. Mais en réalité pour Apple c'est 0,05%. Et là il y a des législations anormales. Et donc il faut travailler sur ces législations, il faut les débusquer, et puis ensuite il faut les combattre. Et c'est ce que fait Margaret Vestager, c'est ce que je fais aussi, par exemple, quand j'écris au ministre des Finances de Malte, ou bien au ministre des Finances de la Grande-Bretagne, sur la fiscalité des yachts ou des jets privés à Malte ou dans l'île de Man. Et nous devons continuer ce combat-là. Je ne l'appellerai simplement pas combat contre les paradis fiscaux, parce qu'il ne faut pas mélanger les pays de l'Union européenne. Leur problème est légèrement différent de celui des pays qui sont sur la liste noire. Allez, dernière question. Angela Merkel, peut-être, elle est en difficulté. Elle est à la tête d'une coalition toute jeune. Est-ce que ça reste un partenaire solide, Angela Merkel, dans le contexte? On voit qu'il y a une fronde des quadras de son camp qui ont aussi envie d'y aller. Ça rappelle certaines choses en France. Est-ce qu'elle peut tenir dans ce cas-là? Et est-ce que ça reste un partenaire solide, l'Allemagne? D'abord, elle est à la tête d'une coalition qui est jeune, mais enfin qui est déjà ancienne, puisque c'est le poursuit du gouvernement précédent. Et puis je souris quand on parle de la faiblesse d'Angela Merkel. On aimerait bien être faible comme elle. Parce que tout de même, elle a fait plus de 30% aux élections, 33%. Son pays est au-delà du plein emploi. La croissance allemande est à près de 2,5%. Les finances publiques allemandes sont suréquilibrées. Et ils font 260 milliards d'euros d'excédent commercial, là où nous faisons 60 milliards de déficit. Vous pensez qu'elle est suffisamment remise en selle pour relancer le moteur franco-allemand? Je pense que c'est un leader solide et qu'elle sera pour la France un bon partenaire. D'autant qu'elle est alliée à un parti, le Parti social-démocrate, qui est le parti le plus pro-européen du champ politique en Allemagne, et qu'on va avoir pour la première fois depuis plusieurs années un ministre des Finances qui ne sera pas un conservateur, arc-bouté sur l'austérité, mais un social-démocrate qui restera quand même très épris de stabilité. Il ne faut pas s'imaginer que ça va être tout à coup la fête. C'est Benoît Hamon et Varoufakis vont être déçus par Olaf Scholz, mais les autres Européens verront quand même un vrai changement. Et donc, je pense que d'ici au mois de juin, on peut, oui, espérer des percées en matière de gouvernance et d'instruments de politique économique dans la zone euro. Et donc la le Commission projet européenne d'Emmanuel Macron n'est pas encalminé. Non, mais je voudrais ajouter une chose, parce qu'on est toujours en train de parler de leadership. Oui. Mais je commence à avoir 25 ans d'expérience dans les affaires européennes. C'est très important, les leaders. Mais la base de tout, c'est que Paris, Berlin et Bruxelles avancent ensemble. S'il y en a qu'un qui marche, ça va pas. Et je pense que là, on peut avoir les trois à la fois, ce qui me rend optimiste, avec mesure, mais avec volonté. D'accord. Merci Pierre Moscovici. Merci à vous, mesdames. La semaine prochaine, c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui sera notre invitée. Bonsoir, à très vite.